Donc, j'ai le plaisir de vous présenter ce soir Michel Thibault, qui est conservateur général honoraire du patrimoine. Je dirais que nous sommes de vieilles connaissances. Euh, pas en âge, puisque nous nous sommes côtoyés aux Archives nationales, nous nous sommes vus de loin aux Archives de France. Donc, vous avez fait une carrière d'archiviste à la direction des Archives de France. Vous avez commencé, quand vous avez eu le concours de conservateur, dans un service qui est un service qui élabore toutes les normes directives des Archives de France, qui est le service technique. Puis vous êtes passé comme directeur des Archives départementales de Réloir. Vous êtes revenu aux archives, alors cette fois-ci nationales, et non pas dans l'administration de tutelle, où vous êtes occupé. Vous avez occupé un poste dans un service que j'ai dirigé aussi à un moment, qui était le CARAN, le Centre d'accueil et de recherche des Archives nationales, et vous avez terminé votre carrière comme responsable d'un département qui avait été créé en 2000 et qu'avait occupé Marie-Claude Delmas, qui est le département de la conservation aux Archives nationales. Ce soir, vous allez nous parler d'une ténébreuse affaire, on aime bien ces titres un peu accrocheurs et qui suscite l'intérêt, où intervient un personnage qui est d'ailleurs pas très loin de son décès, qui s'appelle Pierre Danès, qui est un érudit très reconnu par François Ier en particulier, puisqu'à peine François Ier avait-il créé le Collège de France, qu'il nomme Pierre Danès comme titulaire de la première chaire de langue grecque. C'est un personnage qui va également avoir des responsabilités diplomatiques en Italie, et il va être, mais vous allez nous en reparler très certainement, il va être le précepteur du fils de François II, c'est ça. Donc, je vous cède tout de suite la parole parce que nous sommes à le temps d'entendre quelle est cette ténébreuse affaire qui va nous occuper ce soir. Bien, merci beaucoup. Je vais lancer le chrono, comme ça je sens. C'est parfait. Bien, mesdames et messieurs, je vous remercie d'être venus aussi nombreux ce soir, malgré une météo, bien. Faut que je m'approche, voilà. Malgré une météo qui ne nous aide pas beaucoup, et je tiens tout particulièrement à remercier votre ancien président, M. Bruno Delmas, et votre nouvelle présidente, Mme Claire Duchu, de m'avoir invité ce soir pour vous parler donc de ce personnage, Pierre Danès, que Claire vous a déjà pris le temps de vous présenter. Donc, c'est une affaire qui commence le 3 avril 1577. Alors, s'il vous plaît, ne me dites pas que de là où vous êtes placé, vous n'arrivez pas à lire ce document. Je sais que j'ai ici, dans cette salle, un certain nombre de confrères et de consoeurs qui vous expliqueront que l'écriture du XVIe siècle est très facilement lisible. Il faut néanmoins quelques minutes pour lire ce document, et comme nous n'avons que 45 à 50 minutes, m'a-t-on dit, on n'essaiera pas de déchiffrer ce soir. Donc, le 3 avril 1577, de bon matin, un personnage qui s'appelle Georges Danès, qui est auditeur à la Chambre des comptes, et qui est le neveu de Pierre Danès, se présente à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés pour tenter d'y rencontrer son oncle. Il ne vient pas seul, il sait à peu près ce qui l'attend. Il est accompagné de 2 témoins et d'un notaire qui a rédigé ce compte-rendu que vous voyez ici. Georges Danès va frapper à la porte du logement de son oncle au sein de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Une voix répond « Qui est-ce » Il se présente, la voix se tait.
personne ne répond, il frappe à nouveau à la porte. La scène dure 2 heures. Et au bout de 2 heures, il demande au notaire de rédiger le compte-rendu que vous avez vu. La scène se reproduit presque à l'identique 5 jours plus tard, le 8 avril. Là, il y a quelque chose d'un petit peu différent, car lorsque Georges Danès arrive dans la cour de l'abbaye, il constate la présence de quelqu'un qu'il connaît bien, puisqu'il s'agit du fils de sa sœur ou de sa cousine, on ne sait pas trop, il s'appelle Pierre Beltière, et il est en grande conversation avec 2 religieux dans la cour de l'abbaye. À la vue de Georges Danès, Pierre Beltière s'empresse d'aller s'enfermer avec son grand-oncle, Pierre Danès, dans le logement de celui-ci. Et la scène qui s'était produite 5 jours plus tôt se reproduit. Elle s'accompagne d'ailleurs d'une assez vive altercation entre le visiteur et le sous-prieur de l'abbaye, dont le notaire essaie de rendre compte dans son procès-verbal, tant bien que mal. Vous voyez l'ajout qu'il fait dans la marge ici. Alors, pour Georges Danès, pour le neveu, les choses sont extrêmement claires. Son oncle est séquestré au sein même de l'abbaye de Saint-Germain. Comment a-t-on pu en arriver là? Excusez-moi, je dois être un peu en avance. Voilà. Donc, il nous faut, pour commencer, parler du testament de Pierre Danès, 17 mois plus tôt, le 2 novembre 1575. En dépit de son intérêt majeur pour l'histoire de l'humanisme, puisque Pierre Béchu vous a dit l'importance, le rôle important qu'a joué Pierre Danès, en dépit de son intérêt majeur pour l'histoire de l'humanisme, ce testament est inédit, il n'a jamais été lu. Il nous va de comprendre que Pierre Danès dispose de 2 sources de revenus. D'une part, ses revenus d'évêque de Lavaur, mais également des rentes sur l'hôtel de ville de Paris, dans lesquelles il semble avoir placé la totalité de sa fortune. Le testament constitue également, sur la famille de Pierre Danès, une source d'information irremplaçable. De ses frères et sœurs, seule à cette date vit encore sa sœur Simone, qui est religieuse au couvent des Cordelières de Saint-Marcel, mais nous avons la liste de l'ensemble de ses neveux et nièces, avec, pour les nièces, évidemment, à cette époque, le nom de leur conjoint. Entre autres dispositions, Pierre Danès lègue à son petit-neveu Pierre Beltier, celui-là que nous avons vu lors de la seconde visite dans la cour de l'abbaye, qui est à son service depuis plusieurs années, 100 livres de rente sur l'hôtel de ville. Mais l'encre du testament est à peine sèche qu'il se ravise et il demande au notaire d'ajouter un additif que vous voyez ici sous les signatures, par lequel il porte cette rente à 150 livres. Cette somme n'est pas totalement anodine puisque Pierre Beltier devient dès lors le premier bénéficiaire des legs de son grand-oncle. Quelques mois plus tard, la situation va évoluer. Le 11 juillet suivant, Danès fait une donation à Pierre Beltier. Et cette donation présente pour nous un grand intérêt parce qu'elle nous permet de comprendre à qui nous avons affaire. Excusez-moi, je vais peut-être rapprocher ceci. Est-ce que je... Donc, il faut remonter 45 ans en arrière. En 1532, voilà. En 1532, Pierre Danès, qui est à l'époque l'un des maîtres les plus en vue de l'Université de Paris, avait publié une édition de l'histoire naturelle de Pline l'Ancien. Et conformément à l'usage du temps, il en avait mis la préface sous la signature de celui qui était alors son étudiant le plus prometteur et qui s'appelait en latin Petrus Bellocircus. Nous n'avons aucun mal à reconnaître Pierre Beltier. Celui-ci a
l'auteur de cette préface, ou l'étudiant qui, sous le nom de qui émit cette préface, va épouser une nièce de son maître, qui s'appelle Jeanne d'Anès. Et ils vont avoir un fils qui s'appelle Pierre, ce Pierre Beletière, donc, que nous avons déjà croisé, qui est donc le petit-neveu de Pierre d'Anès. Ce Pierre Beletière est orphelin, ses parents semblent être morts lorsqu'il était très jeune. Il n'a aucune ressource et son grand-oncle va le prendre à son service à l'évêché de Lavaur, sans doute comme secrétaire, puisque c'est une époque où il n'est pas dans l'usage qu'un évêque écrive lui-même son courrier. Et dans cette... Excuse-moi, j'ai un problème de vision. Oui, c'est beaucoup mieux. Merci. Donc, le jeune homme qui se destine à la prêtrise ne dispose d'aucune ressource personnelle et Pierre d'Anès lui procure celles qui sont alors exigées d'un futur prêtre. Par cette donation de juillet 1576, il cède à son petit-neveu 500 livres de rente sur l'hôtel de ville, avec réserve d'usufruit, ce qui peut apparaître comme un legs déguisé. Et s'ajoutant aux 150 livres qu'il a légués par son testament, cela fait un total de 650 livres de rente, ce qui, pour l'époque, est une somme tout à fait considérable. Mais Pierre d'Anès ne va pas s'arrêter là. Et le 8 novembre 1576, il va consentir une seconde donation extrêmement importante à son petit-neveu Pierre Beletière, c'est-à-dire qu'il va lui léguer sa bibliothèque, l'ensemble de ses meubles et l'ensemble de ses créances à la date de son décès. C'est-à-dire, en fait, tous les revenus qu'il n'aura pas perçus de son évêché de Lavaur ou des rentes sur l'hôtel de ville. Cela veut dire, en clair, que par ces deux donations successives, Pierre d'Anès vide son testament de sa substance. D'où, évidemment, la colère d'Henri. Mieux, au mois de janvier suivant, donc en 1577, il désigne Pierre Beletière comme étant son unique exécuteur testamentaire. Donc, pour eux, pour les neveux, la situation est extrêmement claire. Pierre Beletière s'est rendu coupable de suggestion, un terme qui a beaucoup perdu aujourd'hui de la force qu'il avait à l'époque, mais il faut comprendre, abus de faiblesse. Suggestion, captation d'héritage et pour terminer, séquestration. Telles qu'elles sont présentées, les choses paraissent sans doute simples, mais je dirais qu'elles sont trop simples. Et ce que je voudrais ce soir, c'est essayer de comprendre comment on en est arrivé là, en commençant par rappeler qui était Pierre d'Anès et en vous présentant ensuite deux protagonistes importants de cette affaire, qui sont le prieuré de Suresnes et la famille d'Anès elle-même. Donc, Pierre d'Anès, qui meurt à 80 ans en 1577, est donc né vers 1497. Son père, Robert d'Anès, est marchand drapier, chaussetier et bourgeois de Paris, à une époque où les marchands drapiers occupent le premier rang des marchands parisiens. Il se révèle très vite un latiniste et un helléniste hors pair. Si l'imprimerie, à cette époque, on est dans les années 1520, a été inventée depuis plus d'un demi-siècle, loin s'en faut qu'on dispose alors, que ce soit pour les étudiants ou pour le public cultivé, d'éditions de qualité des auteurs de l'Antiquité. Et donc, Pierre d'Anès va commencer par s'attacher à publier un certain nombre de ses auteurs. Jules César en 1532, en 1522, la correspondance de Cicéron en 1531 et, nous l'avons vu, l'histoire naturelle de Pline l'Ancien en 1532. Sa renommée franchit les frontières et en 1528, Erasme, qui est le prince des humanistes, qui vit à Anvers, qu'il n'a jamais rencontré, prend l'initiative d'écrire à d'Anès pour lui demander d'être
son médiateur d'intervenir pour apaiser une querelle qui l'oppose à Guillaume Butet, qui est alors le premier des humanistes français. C'est l'époque où s'affirme l'idée que la connaissance du grec et de l'hébreu est indispensable pour une compréhension renouvelée de l'écriture sainte. Mais l'université de Paris se montre frileuse, et d'autant plus frileuse que les écrits de Luther commencent à circuler, qu'on s'inquiète un peu de tout ce qui est innovation. Ce qui fait que depuis un certain nombre d'années, Butet va essayer d'obtenir du roi la création, en dehors des anciennes facultés et en dehors de tout cursus universitaire, de leçons publiques dans des disciplines qui ne sont pas enseignées à l'université. Et vous reconnaissez là le modèle qui est encore aujourd'hui celui du Collège de France. Et en 1530, François Ier se décide et institue 5 lecteurs royaux dans des disciplines nouvelles qui ne sont pas enseignées à l'université, qui sont le grec, l'hébreu et les mathématiques. Et Pierre d'Anès devient donc l'un de ces 5 lecteurs royaux. Il est chargé d'enseigner la langue grecque. Il explique Aristote, Eschine, Démosthène, noms qui sont aujourd'hui familiers à beaucoup d'entre nous, mais qui, pour un étudiant de 1530, sont porteurs d'une radicale nouveauté. Et le résultat est là, il obtient un succès tout à fait considérable. Et Abel Lefranc, qui est le grand historien du Collège de France, qui a publié l'histoire du Collège de France, je crois que c'est en 1893, dit que la survie de la nouvelle institution doit pour beaucoup à l'éclat de l'enseignement de Danès. Alors, nous pouvons ici convoquer un témoignage, celui d'un étudiant picard qui, après avoir étudié à Orléans et à Bourges, décide en 1531 de venir à Paris pour y compléter ses études. Mais il se heurte à des difficultés qui ne vous surprendront pas. Il n'arrive pas à trouver un logement. Et il s'appelle Jean Calvin. Et voici ce qu'il écrit à l'un de ses amis qui est resté à Orléans, alors que le père d'un de ses camarades vient de lui proposer un logement. Mon intention étant de suivre cette année les cours de Danès, dont l'école est fort éloignée de la maison de cet étudiant, je me suis vu dans la nécessité de refuser cette proposition. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Calvin ne juge pas utile de présenter Danès à Orléans. Danès est connu. En 1535, l'un de ses anciens élèves, que nous voyons ici représenté sur l'un des tableaux les plus célèbres de Hanselbein le Jeune, de Les Ambassadeurs, 1533, c'est le personnage qui est à droite et qui est secrétaire d'ambassade à Londres. En 1535, Georges de Selve est nommé ambassadeur à Venise et invite Danès à venir le rejoindre, son maître, Pierre Danès. C'est une invitation qui se refuse d'autant moins que Venise est à l'époque la terre promise des hellénistes. Hein, je vous ai dit que l'actualité scientifique de l'époque était de pouvoir publier dans des textes de qualité les auteurs anciens latins et grecs. Il se trouve qu'à Paris, en France en général, on manque de manuscrits grecs de bonne alloi. Alors qu'après la prise de Constantinople par les Ottomans en 1453, de nombreux savants grecs se sont réfugiés à Venise avec leur bibliothèque et la cité des Doges regorge de manuscrits grecs. De 1535 à 1541, Danès effectue 2 longs voyages en Italie. En 1546, François Ier fait de lui son légat au Concile de Trente. Et en 1549, il est nommé précepteur du dauphin François, le futur François II. Alors, je reprends un peu la chronologie. En 1557, il est nommé évêque de Lavaux, mais ne peut s'y installer ne peut prendre possession de son évêché qu'en 1559, c'est-à-dire après
la mort d'Henri II, lorsque son royal élève accède au trône sous le nom de François II et n'a plus besoin de ses services. C'est l'époque où il atteint le sommet de sa notoriété et Ronsard, en 1563, dans un poème de circonstance, qualifie Amyot, un autre savant de l'époque et d'Anès, de lumière de notre âge. En 1573, Danès vient à Paris. Il a, de 1562 à 1564, il s'est absenté de Lavaux pour assister une seconde fois aux dernières sessions du Concile de Trente, donc situation un peu extraordinaire, puisqu'il a assisté à la fois au début du Concile en 1546 et à sa conclusion en 1563-1564. Puis, en 1573, il vient à Paris pour y assister à une assemblée du clergé qui est convoquée par le roi pour voter les subsides de l'Église au trésor royal dans un contexte financier difficile, puisqu'on est à l'époque des guerres de religion, c'est-à-dire qu'il faut, pour le trésor royal, à la fois financer la guerre, mais le trésor royal est également confronté à un défaut de rentrée des ressources fiscales. Donc, c'est dans ce contexte que Danès, qui a 76 ans, quitte Lavaux pour venir assister à cette assemblée du clergé à Paris. Il ne fera jamais le trajet de retour parce que la guerre reprend, les routes ne sont plus sûres, il commence à prendre de l'âge, il s'installe sans doute en 1575 à Saint-Germain-des-Prés, où il passera les 2 dernières années de sa vie. Alors, je dois maintenant vous présenter l'un des acteurs de cette affaire, qui est le prieuré de Suresnes. Vous voyez ici une gravure de 1565 due à un artiste valois qui représente le calvaire du Mont Valérien avec au pied, le long de la Seine, le village de Suresnes et en bas à droite, l'abbaye de Longchamp de l'autre côté du fleuve. Alors, entre l'époque de Danès et 1665, Suresnes a bien changé. Les quais empirés qui longent la Seine, les belles maisons des riches parisiens qui parsèment le paysage, le calvaire lui-même sont des constructions du XVIIe siècle que Danès n'a pas connues. Mais il y a quelque chose qui n'a pas changé, c'est que le vignoble occupe plus des 3/4 du terroir suresnais. Et Suresnes produit à cette époque, c'est ce qu'on voit très bien qu'on a affaire à de la vigne, et Suresnes produit à cette époque un vin de qualité qui s'exporte très bien par Rouen, en particulier vers les villes flamandes. Alors, pourquoi Suresnes? Eh bien, depuis une donation qui a été consentie en 918 par Charles le Simple à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, Suresnes est une seigneurie de Saint-Germain-des-Prés, une possession de l'abbaye. Au XIVe siècle, sans doute, l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés va en confier l'administration à un religieux qui s'appelle le prévôt. Et on parle de prévôté de Suresnes, prévôté de la Seine-Suresnes, pour être plus précis. Il est chargé notamment de collecter les redevances seigneuriales, mais aussi la dîme. Plus simplement, il confie cette collecte à un receveur par un bailleur. Il se produit quelque chose d'important à la fin du XVe siècle, puisque la prévôté de Suresnes est l'objet d'une usurpation. C'est-à-dire que le prévôt, qui s'appelle Jean Drouet, va prendre l'initiative de faire comme s'il était bénéficié en quelque sorte de cette prévôté, pas simple mandataire de l'abbaye, et
comme peut le faire un prieur, un curé, un abbé, d'un bénéfice qu'il possède, il va le résigner en faveur d'un tiers. Ce qui fait que l'abbaye se trouve dessaisie de sa seigneurie de Suresnes. Alors, il y a des procès, bien sûr, des tentatives de la part de l'abbaye de rentrer dans ses droits, mais qui n'aboutiront pas. En 1524, il se produit un événement important. L'abbé de Saint-Germain-des-Prés, qui est à cette date Guillaume Frissonnet, évêque de Meaux, la seule chose qu'il est conservé à Suresnes, c'est le pouvoir de nomination du curé. Et il nomme en 1524 curé de Suresnes François Vatable. Alors, c'est quelqu'un sur qui il faut s'arrêter quelques instants. François Vatable est un personnage qui sort tout à fait de l'ordinaire parce que dans les années, une dizaine d'années plus tôt, il a fait quelque chose qu'il est le seul de sa génération à avoir fait. Il a quitté Paris pour Avignon de façon à y apprendre l'hébreu auprès des rabbins de la cité pontificale, puisque depuis l'expulsion des Juifs du royaume de France, c'est-à-dire depuis 1306, je crois, le royaume de France s'est privé de la science rabbinique. Et on va se trouver dans cette situation où, à ce retour à Paris, Vatable est le seul Français à être capable de lire et d'enseigner l'hébreu. Et le problème, c'est que si on veut qu'il donne des leçons publiques d'hébreu, il faut qu'il ait revenu. Et donc, c'est Brissonnet, abbé de Saint-Germain-des-Prés, qui va trouver la solution, puisqu'il a le pouvoir de nomination du curé de Suresnes et que la cure de Suresnes est vacante, il va nommer Vatable curé de Suresnes. Bien entendu, Vatable n'exercera jamais ses fonctions. Il laissera un vicaire exercer à sa place. Il se contente de percevoir les revenus de la cure et d'enseigner l'hébreu. Donc, les revenus de la cure de Suresnes financent en quelque sorte l'enseignement supérieur à l'époque. En 1530, lorsque Danès est nommé lecteur royal de grec, Vatable est lui-même nommé lecteur royal d'hébreu. Et il restera cependant curé de Suresnes jusqu'à sa mort. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ce personnage? C'est parce qu'avec lui, Suresnes entre dans l'histoire de l'humanisme. Et c'est sans doute sous son influence qu'un autre personnage, un Italien qui s'appelle Girolamo Fondolo, demande et obtient en 1538 d'être nommé prévôt de Suresnes. On est toujours dans cette histoire de l'usurpation. Simplement, depuis le temps que cette usurpation existe, depuis 1490, on a l'habitude d'appeler le prévôt de Suresnes prieur, prévôt prieur. On a quelque chose d'assez extraordinaire, puisque le prieur de Suresnes n'a jamais existé. Et pourtant, il y a quelqu'un qui se prétend prieur de Suresnes. Alors, Fondolo va jouer, c'est quelqu'un qui est connu par ailleurs, qui a été notamment le précepteur du futur Henri II, et que François Ier, en 1538, envoie en mission en Italie pour y acheter des manuscrits grecs avec l'idée de doter le Collège royal, le futur Collège de France, de quelque chose qui lui manque, une institution qui lui manque, qui est une bibliothèque. Fondolo meurt en 1540. Mais vous comprenez le lien entre Fondolo et Danès. Ils sont tous les deux hellénistes et ils voyagent tous les deux en même temps en Italie à la recherche de manuscrits grecs. Toujours est-il que excusez-moi, je me trompe de sens. Voilà. Toujours est-il qu'en 1542, ce n'est sans doute pas un hasard, nous retrouvons Danès, prieur de Suresnes. Précisément le 24 mars 1542, il afferme les revenus de la prévôté pour
la modique somme de 700 livres tournois par an à un paysan surénois qui s'appelle Jacques Girard. Alors, 700 livres tournois par an, pour vous donner un élément de comparaison, en tant que lecteur royal de grec, Danès percevait 400 livres par an, et lorsqu'il sera précepteur de dauphin, il percevra 450 livres. Donc, 700 livres par an, c'est une somme tout à fait considérable. Mais nous avons là un document tout à fait intéressant, c'est le testament de ce Jacques Girard, de ce paysan surénois qui devient fermier de la prévôté. Il demande à Pierre Danès, on est en 1550, d'être son exécuteur testamentaire. Et on voit très bien à la fin de la seconde ligne les deux mots Pierre Danès et au début de la troisième ligne, Seigneur du dit Suresnes. Ce testament de Jacques Girard est un document extrêmement important parce qu'il montre que pour un paysan surénois, 1550, ce n'est plus l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés qui est le seigneur de Suresnes. C'est Danès, c'est une personne physique. Donc, l'usurpation a atteint est pleine et entière, en quelque sorte. Évidemment, pour le fils d'un marchand de draperie chaussetier de Paris, au XVIe siècle, être qualifié de seigneur, et surtout de seigneur de Suresnes, cette seigneurie magnifique, couverte de vignobles, et qui produit un vin réputé, c'est tout sauf anodin. C'est évidemment la vie de la famille Danès qu'il nous faut maintenant présenter. Robert Danès, le père, semble s'être marié 2 fois. Vous avez ici le nom de ses 2 épouses successives qui s'affichent. Mais comme on n'a pas d'éléments sur la date du décès de la première, ni la date du remariage avec la seconde, on ignore qui d'Anne Chenard, de Jeanne Guillet, est la mère de Pierre Danès. Selon l'un de ses biographes, qui s'appuie sur des souvenirs familiaux, le père de Pierre Danès aurait eu 28 enfants de ces 2 mariages successifs. L'histoire ne nous dit pas combien ont vécu et ont atteint l'âge adulte, mais nous en connaissons 7 ou peut-être 8, dont les noms s'affichent ici, ou plutôt les prénoms, dans l'ordre alphabétique, puisqu'on ne connaît pas l'ordre de leur naissance. Donc, je cite Claude, marchand et bourgeois de Paris, Guillaume, qui est également marchand et bourgeois de Paris, Jacques, celui dont l'existence est incertaine, qui est religieux au couvent des Minimes de Nijon, à Chaillot, Jeanne, Marguerite, qui est religieuse à Saint-Antoine-des-Champs, donc Pierre, notre personnage, Simone, qui est religieuse au couvent de Saint-Marcel, et enfin Isabelle. Quel rôle sa famille a-t-elle joué auprès de Pierre Danès? Il semble qu'elle ait joué un rôle déterminant. En 1523, Danès a été nommé curé de Saint-Josse, qui est, si j'ai bien compris, à l'époque la plus petite paroisse de Paris, puisqu'elle compte moins de 30 maisons. Il n'empêche que à une cure parisienne s'attache un prestige important, et Danès restera curé de Saint-Josse jusqu'en 1557. Je me suis toujours posé la question de savoir si l'influence de sa famille a pu jouer dans cette nomination. À vrai dire, je n'en sais rien. Quelqu'un qui va jouer un rôle déterminant dans sa vie, c'est son frère, Claude, puisque c'est lui qui gère les affaires de Pierre Danès lorsqu'il voyage en Italie entre 1537 et 1541. Et vous voyez là, sur la première ligne, au milieu de la première ligne, le nom de Claude Danès, qui signe, au nom de Pierre, une quittance. Alors, on a aussi le nom de autres électeurs royaux, une quittance pour leur pension de 1531 et 1532. La quittance est datée du 14 mai 1535, ce qui veut dire, c'est tout à fait intéressant, que les professeurs de l'enseignement supérieur, à cette époque, percevaient leur rémunération du roi avec 4 années de retard, ce qui est tout à fait sympathique. Bien.
Ensuite, on le voit également signer, affirmer en son nom la cure de Saint-Josse à un vicaire après le départ de Danès pour l'Italie. Et on le voit en 1544, je parle toujours de Danès, signer une reconnaissance de dette pour un montant extrêmement important, 1360 livres, ce qui semble être le reliquat de la gestion qu'il a faite des affaires de son frère pendant les voyages de celui-ci. Après 1544, nous n'entendons plus parler de Claude Danès, qui est sans doute décédé. Un autre événement, la famille Danès joue un rôle important lors d'un autre événement. Le 16 mars 1547, Vatham, lecteur royal d'Hébreu et curé de Suresnes, décède. Danès à cette date, n'est pas encore rentré du Concile de Trente. Et la famille Danès va se mobiliser pour lui permettre, alors qu'il est déjà prieur et seigneur de Suresnes, d'en être en outre le curé. Et comme il est absent, il faut trouver un prête-nom. Et on va trouver un personnage qui s'appelle Pierre le Convert, et qui est un parent d'un beau-frère, un parent de défunt Jacques le Convert, que l'on voit à la dernière ligne, qui est le mari d'Isabeau, l'une des sœurs d'Alice. Bien entendu, ce personnage, Pierre le Convert, s'empressera, dès le retour de Danès du Concile de Trente, de résigner en sa faveur la cure de Suresnes. Donc, à Suresnes, il a tous les pouvoirs. Il est le seigneur, il est le curé. Cumul tout à fait important, impressionnant. Mais c'est surtout après sa nomination à l'évêché de Lavaur en 1557 que la famille Danès joue un rôle de tout premier. À cette date, Danès cumule 4 bénéfices. La cure de Saint-Josse, la cure de Suresnes, on peut être curé de 2 paroisses. Vatham était curé de 3 paroisses. Le prieuré de Suresnes et en outre l'écolatrie de Coutances, en Normandie. Il va renoncer dans un premier temps à la cure de Saint-Josse et à l'écolatrie de Coutances et va nommer ses neveux. Donc, on voit un certain Guillaume Danès, qu'on situe mal dans la généalogie, qui devient curé de Saint-Josse en 1557 ou 1558, et puis ensuite, Danès, évêque de Lavaur, le fait nommer archidiacre. On a Robert Danès, un autre neveu, qui est, dès 1557, écolâtre de Coutances, et on a un troisième neveu qui s'appelle, comme son oncle, Pierre Danès, on sait qu'il est le fils de Claude, qui est écolâtre de Coutances. Il succède à son cousin ou à son frère Robert à une date qu'on ne connaît pas. Puis, en 1565, il est archidiacre de Lavaur et il sera ensuite, il est cité comme tel dans le testament en 1575, prieur de Saint-Maurice de Senlis. Alors, vous savez que le mot neveu vient du latin nepos. Mais je crois qu'il faut se rassurer, le mot népotisme est une invention du XVIIe siècle. Au XVIe siècle, le népotisme n'existe pas. Ce que fait Danès est tout à fait légitime. Il favorise la carrière, l'ascension sociale de sa famille, de ses deux. Il n'y a là rien qui doit nous choquer. Lorsque il quitte en 1559 Paris pour son évêché de Lavaur, il semble qu'il confie ses affaires parisiennes à son neveu, Georges Danès, celui-là même qui a essayé de le rencontrer à 2 reprises au mois d'avril 1577 à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Georges Danès, qui est auditeur donc en la Chambre des comptes, et on en témoigne cette lettre de Pierre Danès à son neveu, datée de 1566. Ce qui est intéressant dans cette lettre, c'est que c'est la seule exemplaire qui nous soit parvenue de la signature de Pierre Danès. Bien sûr,
la lettre elle-même n'est pas autographe, elle a été rédigée par un secrétaire, et même la phrase que vous voyez ici, votre oncle et meilleur ami, a été rédigée par un secrétaire. Seule la signature en dessous est de la main de Pierre Danès. Il y a un autre personnage qui joue un rôle déterminant dans cette affaire, qui est le frère de Georges Danès, qui s'appelle Robert Danès. Il faut présenter là, les enfants de Guillaume, l'un des frères Danès. Robert Danès est sans doute celui qui avait été pourvu de l'écolaterie de Coutances, je crois, en 1557. Pour être titulaire d'un bénéfice ecclésiastique, il suffit d'être simple clerc tonsueux. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vœux prononcés et il est tout à fait possible de quitter l'Église et de retourner à la Villette. C'est ce que semble faire Robert Danès. Apparemment, il s'agit du même, pas d'un homonyme, peu importe. En 1558, il épouse Marie-Alès. Elle est la fille du sommelier d'armes du roi, c'est-à-dire de l'armurier du roi, et elle lui apporte une dot considérable, 8000 livres de roi. C'est sans doute ce mariage brillant qui lui permet d'être, en 1559, l'année suivante, receveur des tailles dans l'élection de Rouen, puis greffier à une date qu'on ne connaît pas, greffier en chambre des comptes, et en 1572, ce qui est le sommet de sa carrière, échevin de Paris. Georges Danès, que nous connaissons déjà, est lui-même auditeur à la Chambre des comptes, et leur beau-frère Jean Billard, qui a épousé Ambroise, la sœur de Georges et de Robert, est lui aussi en 1572 auditeur à la Chambre des comptes. On a donc là 3 personnages qui occupent une place de tout premier plan, et l'on assiste là à l'ascension de la famille Danès qui passe de la marchandise à la rente. Étape extrêmement importante avant de pouvoir accéder, peut-être à la génération suivante, à des charges administratives. C'est sans doute en 1573, lors du retour définitif de Pierre Danès à Paris, que son neveu Robert lui met en main un étrange marché. Il lui propose de résilier son prieuré, sa seigneurie de Suresnes, et se fait fort en contrepartie de lui obtenir un canonicat de Notre-Dame de Paris et d'obtenir pour son protégé Pierre Bennetière un canonicat de Saint-Germain-l'Auxerrois. Comme Robert Danès est, ou en tout cas était l'année précédente, échevin de Paris, il semble avoir un entre-gens suffisant pour obtenir ces 2 nominations. Donc Pierre Danès se laisse convaincre et résigne, renonce à son prieuré. Ce qu'il semble ignorer, c'est le nom du bénéficiaire. Alors c'est un garçon qui s'appelle Jean Supplet et qui est tout simplement le neveu de Marie-Alès, donc le neveu par alliance de Robert Danès. Il est né en 1553, son père est receveur des tailles en l'élection de Gisors, et sa mère est donc la sœur de Marie-Alès. Le père meurt lorsque Jean Supplet a 6 ans. Il est élevé par sa mère, qui ne se remarie pas, mais qui semble vivre avec la fortune que lui a léguée son propre père, l'armurier du roi, et qu'on retrouvera en 1582, mais elle l'est peut-être beaucoup plus tôt, demoiselle de la maison de la reine, Louise de Lorraine, épouse d'Antoine. Mais surtout, il me faut parler des oncles, et notamment de Claude Supplet, l'oncle maternel, qui a été précepteur des filles du roi Henri II. À l'époque où Pierre Danès lui-même
est le précepteur du dauphin, et qui, surtout, se voit confier par la reine-mère Catherine de Médicis en 1559 une responsabilité tout à fait considérable, qui est de veiller sur sa fille aînée, Élisabeth, lorsqu'elle doit, à l'âge de 14 ans, rejoindre la cour d'Espagne pour y épouser le roi Philippe II. Claude Sublet, avec le titre premier aumônier de la reine d'Espagne, va rendre compte régulièrement à Catherine de Médicis, va lui donner une nouvelle de sa fille. Il va sans doute lui donner d'autres nouvelles, puisque les historiens espagnols considèrent Claude Sublet comme l'espion de Catherine de Médicis à la cour d'Espagne. Je crains qu'il n'ait raison. Et Claude Sublet est récompensé par l'attribution d'une abbaye prestigieuse, l'abbaye de Fleury à Saint-Benoît-sur-Loire. Et puis, il y a un autre frère qui doit s'appeler, je crois, Michel Sublet, qui est trésorier général de l'artillerie et qui est anobli en 1574. Donc, nous sommes en 1573. Jean Sublet, qui a 20 ans, devient prieur et seigneur de Suresnes, et il bénéficie d'appuis très haut placés. Il y a juste un détail qu'il avait oublié. C'est que les religieux de Saint-Germain-des-Prés et le cardinal de Bourbon, qui est l'abbé commendataire de Saint-Germain-des-Prés, voient rouge. La prévôté de Suresnes a été usurpée en 1490. À chaque fois que le prévôt ou le prieur décède, les moines de Saint-Germain-des-Prés espèrent rentrer en la possession du prieuré. Et vu l'âge de Pierre d'Anès, ils se disent que l'échéance est proche. Si Pierre d'Anès résigne son prieuré en faveur d'un garçon de 20 ans, ça nous décale d'un certain nombre de dizaines d'années. Donc, ils décident de réagir et ils réagissent avec beaucoup de vigueur. Ils commencent par obtenir un rescrit pontifical en leur faveur. Et s'appuyant sur ce rescrit, l'abbé, le cardinal de Bourbon, et le secrétaire du chapitre, qui est le représentant des religieux, co-signent le 29 décembre 1573 une requête à l'évêque de Paris pour demander. Alors, il s'appuie sur l'état désastreux des finances de l'abbaye, sur lequel nous reviendrons, et il demande à l'évêque de Paris que les deux prieurés de Saint-Germain-des-Prés qui se trouvent dans son diocèse, donc Suresnes et un autre qui s'appelle Chauvaudot, qui est dans ce qui est aujourd'hui la forêt de Paris, s'ils deviennent vacants, per quessum vel decessum, sont la jolie formule latine, c'est-à-dire par cession ou par décès, soit réunis à la mense conventuelle de l'abbaye. La mense conventuelle de l'abbaye étant la part des ressources de l'abbaye qui reviennent aux religieux par opposition à la mense abbatiale. Et évidemment, la cession du prieuré de Suresnes pour donc ce que souhaitent obtenir les religieux de Saint-Germain-des-Prés, c'est de récupérer ce prieuré et de mettre fin à l'usurpation. Ils obtiennent... alors, il y a un personnage que je ne dois pas oublier de présenter, c'est l'abbé commendataire de Saint-Germain-des-Prés, qui est le cardinal de Bourbon, archevêque de Rouen. C'est un prince du sang, descendant de Saint-Louis, c'est un lointain cousin des derniers Valois. Pour le situer dans la généalogie, son frère aîné, Antoine, est décédé, mais il a un neveu qui s'appelle Henri, et qui est roi de Navarre, et qui sera bien sûr Henri IV. C'est donc le futur Henri IV. Et c'est un personnage puissant, et nous ne sommes donc pas surpris que
Dès le 24 mars 1574, c'est une affaire qui met moins de 3 mois à être réglée, ce qui est exceptionnel à l'époque. L'official, c'est-à-dire le juge ecclésiastique du diocèse de Paris, donne satisfaction au religieux et décide la réunion du prieuré de Suresnes à la mense conventuelle de Saint-Germain-des-Prés. Bon, il y a simplement un petit obstacle, c'est que je dois juste peut-être vous parler des attendus de cette décision qui sont extrêmement intéressants. Hein. Par lesquels on nous explique que les 3 domaines importants de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, Antony, Verrières et Châtillon, ont été ruinés par les guerres de religion, et qu'au sein même de l'abbaye, 2 bâtiments, qui sont la bibliothèque et l'infirmerie, exigent des travaux urgents, pour lesquels les religieux de Saint-Germain-des-Prés disposent d'un levis qui se monte à 19 600 €, c'est-à-dire une somme absolument colossale. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a des spécialistes de l'histoire de la ville de Saint-Germain-des-Prés qui sauraient nous dire si, à la fin du XVIe siècle, les bâtiments de l'infirmerie et de la bibliothèque ont été reconstruits. Mais en tout cas, je vous livre cette information. Pierre Dalès décide d'interjeter appel devant le Parlement de Paris de la décision de l'official. Et puis, pour une raison que nous ne connaissons pas, il est possible qu'il ait passé un accord avec le cardinal de Bourbon et qu'au terme de cet accord, il ait obtenu un logement au sein même de l'abbaye où nous le retrouvons ensuite. Peut-être commence-t-il à se méfier de ces neveux. Toujours est-il qu'il renonce à son appel et que le 30 mai 1575, le Parlement de Paris rend exécutoire la sentence de l'official. Les religieux de Saint-Germain-des-Prés se précipitent et dès le 8 juin, je crois, ils rentrent solennellement en possession, lors d'une cérémonie dans l'église de Suresnes, du prieuré de Suresnes. Bon. Alors on pourrait dire, ben voilà, l'affaire est réglée. En fait, elle n'est pas réglée parce que Jean Sublet est dans la place. Il dispose d'appui au passé et il n'entend pas céder. Le 2 novembre, Pierre Dalès dicte son testament. On a vu que même s'il favorise Pierre Beletière, les clauses en sont équilibrées, ce qui veut dire qu'à cette date, les ponts ne sont pas encore rompus avec ses neveux. Mais l'affaire ne s'arrange pas et Dalès finit par en appeler au roi Henri III. Et dans sa requête, il expose ses griefs. Son neveu Robert Danès n'a pas respecté son engagement de lui obtenir un canonicat de Notre-Dame de Paris, ni d'obtenir pour Pierre Beletière un canonicat de Saint-Germain-l'Auxerrois, de telle sorte qu'il ne peut, par ce moyen, ni disposer, c'est Pierre Danès qui parle, ni disposer du prieuré qu'il a résigné, ni disposer de la récompense, il faut comprendre, compensation qui lui a été promise, et, ajoute-t-il, n'attendant son dit neveu autre chose que son décès pour en jouir paisiblement et priver le dit Beletière du bien qu'il désire lui faire. Là, dans ce texte, l'amertume de Pierre Dalès est palpable. Il accuse son neveu Robert Dalès d'attendre impatiemment son décès. La première donation de Dalès à Beletière, celle du mois de juillet 1576, vient concrétiser la rupture avec ses neveux. Et nous savons qu'elle sera suivie d'une seconde donation au mois de novembre suivant. Alors, la chronologie des 2 affaires est intéressante parce qu'on voit que les 2 affaires interfèrent. D'un côté, la procédure au sujet de la dévolution du prieuré de Suresnes et d'autre part, le conflit avec le neveu autour de la succession de Danès. Et je dirais que les 2 affaires s'enveniment l'une l'autre.
À Suresnes, la situation est particulièrement confuse, puisque, si j'ai bien compris, les religieux de Saint-Germain-des-Prés d'un côté, Jean Sublet de l'autre, ont chacun nommé un receveur chargé de collecter les redevances seigneuriales et la dîme. J'imagine que les paysans suresnois n'ont pas très envie de payer deux fois, et en tout cas, le 2 août, le Grand Conseil du Roi s'en mêle et met sous séquestre la prévôté de Sublet. Le 5 octobre, le roi répond à la requête d'Alès et décide que Sublet devra restituer le prieuré. Donc ça nous montre qu'à cette date, Sublet est en possession du prieuré, à Danès qui en fera l'union à l'avance conventuelle de l'abbaye avec un certain nombre de compensations qui sont prévues. Cette décision royale du 5 octobre 1576 a pour nous un intérêt majeur, c'est qu'elle ne reçoit pas le début d'un commencement d'exécution. Voilà où en est le pouvoir royal en 1576. Mais on sait que toute justice est rendue au nom du souverain et que celui-ci peut évoquer une affaire, c'est-à-dire dessaisir les tribunaux ordinairement compétents et rendre lui-même un jugement. C'est ce qu'on appelle le principe de la justice rendue. Le 17 décembre, Henri III décide d'user de son droit d'évocation et interdit formellement que l'affaire soit jugée par le Parlement de Paris. Et, excusez-moi, il y a une erreur de date. C'est le 21 mars 1577, pas 1576. C'est le 21 mars 1577 qu'il rend son conseil privé à Blois, où vient de s'achever la réunion des États généraux du royaume, un jugement définitif. Il ordonne que la réunion de la prévôté de Suresnes à l'avance conventuelle de l'abbaye sera exécutée, que Sublet remettra la prévôté entre les mains de Pierre d'Anès et lui donnera procuration pour qu'il en fasse la réunion, que ce dernier, c'est-à-dire d'Anès, jouira sa vie durant des revenus de la prévôté, et que pour indemniser Sublet du droit par lui prétendu en la dite prévôté, l'abbé de Saint-Germain-des-Prés lui offrira un bénéfice d'un revenu de 400 livres par an. Et que, en attendant qu'il soit pourvu de celui-ci, l'abbé lui versera, du jour du décès de Pierre d'Anès, une pension annuelle du même montant. Par une autre décision du même jour, le roi interdit au Parlement et à tout autre juge de connaître désormais de cette affaire. Alors, je suis désolé de cette erreur de date, de cette coquille, mais il s'agit bien du 21 mars 1577 et il s'agit d'une date qui est extrêmement importante. Au cours de l'année 1576, des ligues catholiques ont commencé à se constituer dans plusieurs villes du royaume. Les États généraux, qui se sont réunis du 6 décembre au 17 janvier à Blois, et qui sont dominés par les ligueurs, ont aboli l'édit de Beaulieu, qui avait été signé par le roi le 6 mai 1576, lequel avait mis fin à la 5e guerre de religion, cet édit étant jugé par les États généraux trop favorable au lieu. Le résultat, c'est que la guerre reprend. En outre, pour faire face au désordre monétaire et à l'inflation qui mine les finances du royaume, le gouvernement royal travaille à une importante réforme monétaire dont le premier volet prend la forme d'une ordonnance qui sera promulguée le 22 mars 1577, c'est-à-dire le lendemain. De cette rapide chronologie, nous pouvons tirer plusieurs leçons. En premier lieu, le pouvoir royal est suffisamment affaibli en cette fin d'année 1576 pour qu'une première décision royale, celle du 5 octobre, ne soit pas exécutée. Cependant, malgré les difficultés du temps, l'administration royale reste en capacité d'élaborer, après la réunion des États généraux, une réforme monétaire majeure. Le conflit autour du prieuré de Suresnes semble revêtir aux yeux du roi et de son conseil privé une importance suffisante pour qu'il distrait son attention de la réforme monétaire qui sera promulguée le lendemain et prenne le temps de la régler. À une époque où la vie politique et militaire du royaume est parfois confuse, il est possible que l'affaire de Suresnes ait pris un aspect politique. De fait, en pleine guerre contre les protestants, voir un cardinal prince du sang
Charles de Bourbon. Et par un neveu interposé, l'homme de confiance de la reine-mère, Claude Sublet, se disputer un prieuré fait un peu désordre. Enfin, on notera que le dédommagement accordé à Sublet pour des droits qui, dans le jugement royal, sont bien dits des droits prétendus. Mais même si les droits sont prétendus, il n'obtient pas moins une indemnisation de 400 livres par an. Montre que la justice du roi ne peut rien si elle ne s'accompagne d'une compensation. C'est quelque chose qui ne nous surprendra pas à cette époque parce qu'on verra un peu plus tard, 15 à 20 ans plus tard, Henri IV, malgré ses succès politiques et militaires indéniables, devoir acheter au sens littéral du terme la paix avant les Nantes de 1598. Si Jean Sublet n'a pas obtenu le prieuré de Suresnes, il a obtenu la promesse d'un bénéfice des revenus équivalent. Peut-être est-ce un dédommagement à l'affaire de Suresnes. Il obtient en septembre 1578 d'être anobli, comme l'avait été son oncle Michel quelques années plus tôt. Il acquiert l'année suivante la seigneurie de Noyer, près de Gisors, et est reçu en 1584 maître des comptes, ce qui est l'une des plus hautes charges de la Chambre des comptes. Il renonce. Lui aussi était simple clerc tonsuré, comme l'était Robert d'Anès quelques années auparavant. Il renonce à sa vocation religieuse et il épouse en 1583 Madeleine Bochart, d'une famille de parlementaires. L'un de leurs fils, François Sublet de Noyer, sera secrétaire d'État, c'est-à-dire dans le langage du temps ministre de la guerre, de Louis XIII, de 1538 à 1636 à 1643. Veuf, Jean Sublet se fait chartreux en 1617 et meurt en 1642, je crois, en 1635, donc à la Chartreuse de Vauvert, près de Paris, à l'âge de 82 ans, la Chartreuse de Vauvert, qui s'élevait à l'emplacement de la partie sud actuelle du jardin de Luxembourg. Donc je crois qu'on est toujours dans le 6e arrondissement. La situation de Jean Sublet, donc, à la suite de cette affaire, est particulièrement favorable. Celle de Robert d'Anès l'est évidemment beaucoup moins, puisqu'il a perdu dans cette affaire, et avec lui l'ensemble des autres neveux et nièces de Pierre d'Anès, la confiance de ce dernier et une large part de son héritage au bénéfice de Beltière. Pour tenter de renouer les liens avec son oncle, son frère Georges décide de lui rendre visite. Et donc, nous retrouvons les deux visites du 3 et du 8 avril 1577 que nous remettons dans le contexte. Mais nous sommes désormais en mesure de poser une question. Si, loin d'être séquestré, l'oncle, ulcéré par les manœuvres de son neveu, refusait en connaissance de cause de le recevoir, lui et son frère. Pierre d'Anès meurt le 23 avril 1577, donc exactement 33 jours après le jugement royal. Et voici ce qu'écrit à ce sujet le chroniqueur Pierre de l'Étoile, le mardi 23 avril, à 3h après-midi, mourut d'Anès, évêque de Lavaur, lecteur du roi, en réputation d'un bon sage docte prélat, et on fut fait à Paris, où il mourut fort grand deuil, car Dieu lui fit la grâce que, comme il avait bien vécu, de bien mourir en lui, et fit une fort belle et chrétienne fin. Il est inhumé le 27 avril dans l'église de Saint-Germain. Dans les jours qui suivent, ses neveux se comportent comme si les donations consenties à Bénitière et comme si sa désignation comme exécuteur testamentaire n'existait pas. Le 29 avril, il donne procuration à l'homme de loi pour faire lever les scellés sur ses biens, puis le 19 mai, pour percevoir cette créance, bien que celle-ci ait été explicitement attribuée à Bénitière. Le procès est inévitable. Devant la justice, les neveux d'Anès soutiennent que les deux donations et la désignation de nouveaux exécuteurs testamentaires doivent être déclarées nulles et suggérées. Donc, on retrouve le sens du mot suggestion. Suggérer, c'est imposé par la force ou par la force.
Mais Beltier obtient en 1579 une sentence de provision en sa faveur qui est confirmée en appel en août 1581. La situation est complexe, le résultat du procès incertain et les parties décident de transiger. Et tout le monde se retrouve le 28 novembre 1581 devant un notaire parisien pour arriver à une transaction. Et nous retrouvons à nouveau tous les neveux qui étaient mentionnés dans l'Antestament. Pour résumer, Beltier conserve les 500 livres de rente objet de la première donation, ainsi que les meubles du défunt qui lui ont été attribués par la sentence de provision. Quant aux autres meubles, livres, dettes et créances, objet de la seconde donation, ils sont partagés en deux moitiés égales, une moitié pour Beltier, l'autre moitié pour l'ensemble des autres héritiers, après déduction de différents dets consentis par le testateur, notamment, nous en parlerons, au bénéfice des pauvres du diocèse de Lavaur. Dans la négociation, Beltier a dû céder la moitié de la seconde donation, mais il sauve l'essentiel. Parmi les meubles attribués à Beltier, deux revêtent une importance particulière. Le ketch d'argent de l'évêque et son mulet. Moyen de transport d'autant plus indispensable qu'il l'eût été fort inconvenant pour un évêque d'aller à pied par les rues de Paris. Mais c'est quelque chose qui ne nous surprendra pas. Nous avons tous lu Alphonse Daudet et nous savons à quoi nous en tenir sur la mule du pape. Les signatures au bas de l'acte présentent un intérêt tout à fait particulier. D'abord parce que c'est une ordonnance de Blois, c'est l'ordonnance de Blois de 1579 qui institue la signature des parties au bas des actes notariés. Avant 1579, seul le notaire signe, et c'est ici, dans tous les actes que je vous ai montrés, le seul au bas duquel on trouve la signature des parties. Mais ensuite, on a tout en haut, à la première ligne, une signature qui est isolée, ce qui est conforme à la dignité du personnage. Il s'agit de Guy Dufort de Pibrac, qui est poète, homme de cour, magistrat, qui fut chancelier de Henri III à l'époque où celui-ci était roi de Pologne, et qui est membre du conseil privé du roi et président à mortier, c'est-à-dire président de chambre au Parlement. Officiellement, Dufort de Pibrac est là pour représenter son frère, Pierre Dufort, qui a succédé à l'évêché de Lavaur, à Pierre d'Anès. Mais je ne peux pas m'empêcher de me dire que Dufort de Pibrac est là en service commandé. Il représente le roi et la reine, qui tiennent absolument à ce que cette affaire, qui n'a que trop duré, trouve sa conclusion. Le volet parisien de l'affaire s'arrête là. À Lavaur, tout n'est pas tout à fait terminé, puisque nous apprendrons en 1586 que Pierre Beltier a conservé par-devers lui le legs de 500 livres destiné aux pauvres du diocèse de Lavaur. En 1586, la municipalité de Lavaur décide de faire un procès. Puis se proclame défenseur des pauvres du diocèse, décide de faire un procès. Voilà. Alors, y a-t-il eu abus de faiblesse et captation d'héritage de la part de Beltier? Les juges n'ont pas suivi les neveux d'Anès sur ce point et ont considéré que les donations de Pierre d'Anès à son petit-neveu étaient valides. Quant à l'accusation de séquestration, il semble également manquer de solidité. Les griefs de Pierre d'Anès à l'encontre de ses neveux, exposés dans sa requête au roi, montrent son amertume et suffisent à expliquer son refus de les recevoir. Si Pierre d'Anès reproche à ses neveux de l'avoir abusé, rien en revanche ne permet d'affirmer que l'âge ou la maladie, n'oublions pas qu'il est alité lorsqu'il dicte son testament dès le 2 novembre 1575, donc entre novembre 1575 et son décès en avril 1577, on a affaire à un homme malade. Hein? Rien ne prouve cependant que l'âge et la maladie amoindrissent sa capacité de discernement et que ce n'est pas en connaissance de cause qu'il a décidé de privilégier son petit-neveu, seul à lui être resté fidèle. L'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, qui récupère définitivement la prévôté de Suresnes, Pierre Beltier et dans une moindre mesure Jean Sublet, qui obtient une solide compensation, sont les gagnants du conflit. Robert d'Anès, lui,
beaucoup perdu et surtout a beaucoup fait perdre à ses frères, sœurs, cousins, cousines qui se sont solidarisés avec lui contre les tiers. À vrai dire, je crois que l'intérêt de cette histoire est ailleurs, puisqu'elle nous montre les stratégies mises en œuvre par deux familles de la bourgeoisie parisienne, la famille d'Annès et la famille Sublet, pour accéder à des offices royaux et à la noblesse. L'acquisition d'une seigneurie, si elle n'est pas réservée aux nobles, tout particulièrement en Île-de-France, où beaucoup de seigneuries sont aux mains de roturiers, est en revanche nécessaire pour vivre noblement et accéder à la respectabilité. La détention d'un office royal, la possession d'une seigneurie et un mariage au sein d'une famille influente constituent à la fois les moyens et les manifestations de la réussite sociale. De ce point de vue, la famille Sublet a manifestement un temps d'avance sur la famille d'Annès, ce qui se traduira à la génération suivante par l'accès aux responsabilités politiques lorsque le fils de Jean Sublet deviendra secrétaire d'État de la guerre. L'abbaye royale de Saint-Germain-des-Prés n'est pas un acteur secondaire de l'affaire, non seulement parce qu'une partie de l'intrigue se déroule, mais également parce que l'engagement aux côtés des religieux du cardinal de Bourbon a joué un rôle déterminant. Et puis je reste impressionné par le nombre de personnages gravitant ou ayant gravité dans l'orbite royale qui sont apparus dans ce récit. Un cardinal prince du sang, l'ancien précepteur du dauphin, l'ancien précepteur du fils du roi, l'ancien chancelier du roi de Pologne, sans oublier évidemment le roi lui-même, qui prend le temps, à la veille de la signature d'une ordonnance majeure pour les finances royales, de démêler une affaire complexe, après avoir une première fois échoué à imposer sa volonté. De 1573 à 1577, cette affaire se déroule et se dénoue dans les 5 années qui suivent les massacres de la Saint-Barthélemy. Année marquée par le retour de la guerre, puisque les 4e, 5e et 6e guerres de religion se déroulent au même moment. Marquée aussi politiquement par la lutte menée par le roi pour affermir son autorité et par des retournements, d'ailleurs parfois spectaculaires, d'alliances. Et donc, je ne peux que m'interroger sur l'arrière-plan politique de cette affaire, dont je vous ai donné un aperçu, mais peut-être des spécialistes de cette période, des historiens spécialistes de cette période, pourraient-ils nous donner des éclaircissements là-dessus. En tout cas, je vous remercie pour l'attention que vous avez portée à cette affaire, et évidemment, s'il doit y avoir des questions, je serai prêt à y répondre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Michel, de cette présentation. Effectivement, c'est ténébreux. Je ne suis pas sûre d'avoir suivi tous les retournements et mélanges, mais effectivement, on sent bien les tiraillements entre deux familles, deux branches de la même famille. Et effectivement, mais on se rend compte que là, pour le coup, ce sont des exemples d'ascension sociale par des moyens qui ne sont pas forcément toujours des moyens qui ne sont pas la ligne droite et qui ne sont pas forcément toujours des moyens peut-être très vertueux, si je puis dire. J'ai envie de vous dire qu'ils étaient légitimes, sans doute légitimes à l'époque. Il faut se remettre dans le contexte. Oui, il faut se remettre dans le contexte. Oui. Il fallait se remettre dans le contexte. Oui, dès qu'il fallait se remettre dans le contexte, je pense que ces moyens étaient sans doute jugés légitimes à l'époque. Ils ne le sont plus après. Au XVIIe siècle, on invente le mot népotisme. Au XVIe siècle, on ne sait pas ce que c'est. Oui, non, je crois. Moi, ce qui m'a frappé, c'est de faire, c'est finalement l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, c'est utilisé. Une famille, des familles se battent pour des biens qui sont été spoliés, si je puis dire. Et il me semble que l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés apparaît peu comme voulant récupérer, puisqu'il se récupérer son bien.
Et alors, évidemment, ils se lèguent entre eux des choses, et donc l'abbaye est comprise de nouveau chaque fois. Mais enfin, pourquoi elle n'intervient pas en disant que c'est Entre 1490 et 1508, il y a eu un procès qui n'en finissait pas entre les abbés successifs de Saint-Germain-des-Prés et les usurpateurs successifs. Mais il y a un événement majeur dans cette affaire. En 1504, le cardinal d'Amboise, qui est à la fois à cette époque le principal conseiller du roi Louis XII et le légat du pape, cumul de fonctions un peu surprenant. Le cardinal d'Amboise intervient dans cette affaire, dans le litige qui oppose l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés au prévôt usurpateur. Et il intervient en attribuant la prévôté sur elle à un de ses fidèles clients. Il règle le problème comme cela, mais je dirais que le pouvoir politique, parce que c'est le pouvoir politique, joue contre l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, et il est probable qu'il a fallu que ce soit un abbé prince du sang pour régler le problème en 1577. Si ce n'est pas été le cardinal de Bourbon, je ne suis pas sûr que les religieux de Saint-Germain-des-Prés auraient obtenu satisfaction. Pourtant, en 1504, l'abbé est un personnage puissant, c'est le cardinal Guillaume Buissonnet, père. Mais... Bon, écoutez, merci Michel, merci à tous et puis à très bientôt. Merci. C'était passionnant. Je vous remercie. Je pense que c'est ça. Merci.